À la une de l'actualité, le ministère de la fonction publique a assailli ce matin par des coups de sifflet et de cris hostiles au gouvernement. Pour leur intégration à la fonction publique, les enseignants recrutés dans le cadre du PGN ne lâchent rien. Ils exigent leur intégration en brandissant une décision de justice. Les chauffeurs routiers lèvent leur mot d'ordre de grève prévu débuter ce mardi. L'arrêt de travail a été suspendu grâce à des concertations abouties avec le gouvernement. Quel est le contenu de ces concertations? Éléments de réponse à suivre dans ce journal. Début du processus de vérification des candidatures à l'élection du président du Faso. Conformément au code électoral, les équipes de la CENI scrutent depuis ce matin les 23 dossiers de candidatures reçues. Et dans la foulée, nous apprenons la validation provisoire de plusieurs grosses têtes de ce scrutin. Voilà pour le sommaire de cette édition. Merci d'être des nôtres, mesdames et messieurs. C'est un bras de fer qui est désormais engagé entre les enseignants du PGN et le ministère de la fonction publique. Des enseignants recrutés dans le cadre du programme Emploi Jeunes pour l'éducation nationale. Ils réclament leur intégration dans la fonction publique. Ils brandissent même une décision de justice en leur faveur. Mais du côté du département du professeur Seni Ouedraogo, on estime que cette décision est mal interprétée par les enseignants en colère qui ont manifesté ce matin. Nous y reviendrons dans quelques instants. Eux aussi s'apprêtaient à passer à l'offensive ce mardi à travers une grève de 96 heures. Les chauffeurs routiers du Burkina Faso ont finalement rendu les armes. Une rencontre entre l'UCRB et les autorités du pays ont permis d'aplanir les points de divergence de la question de la gestion du fret en passant par les tracasseries routières, la taxe sur les stationnements et l'application du règlement 14 de l'UEMOA. Les chauffeurs routiers ont été rassurés quant à la satisfaction de leurs revendications. Stéphanie Ian, Roméo Koïta. Ce mardi 6 octobre, les chauffeurs de poids lourds étaient sur les routes. La grève annoncée par l'UCRB, l'Union des chauffeurs routiers du Burkina, censée débuter ce jour, a été suspendue. Et pour cause, un accord a été trouvé entre cette organisation de chauffeurs et les autorités en charge des transports suite à une rencontre tenue hier lundi. Sur les 4 points de revendication, 3 devraient connaître diligemment des solutions. Il s'agit de la question de la taxe sur les stationnements, la gestion du fret et l'arrêt des tracasseries routières. Sur la question des tracasseries, la préconisation avec son homologue de la sécurité et qui demandait à ce qu'on ait une rencontre le jeudi 7. Et lui aussi à son niveau, et pour la ceinture de l'arrêté, il allait aussi travailler avec ses homologues du Togo, du Bénin, du Ghana, de la Côte d'Ivoire aujourd'hui et demain. Et on allait arriver aussi à la ceinture de l'arrêté au plus tard le vendredi 9 à 11h. En ce qui concerne les actes de stationnement, ils ont pris les villes qui sont concernées, ils vont convier tous les maires avec le ministère de l'administration territoriale pour qu'on ait une rencontre au plus tard le 13 pour résoudre aussi ce problème. Donc raison pour laquelle on s'est dit que nous ne faisons pas la grève parce que nous voulons gréver, nous le ferons parce que nous voulons des trucs concrets. L'arrêté sur la réglementation du fret devrait être signé dès le vendredi 9 octobre prochain, ce qui permettrait de mettre en place les bons de chargement depuis les différents ports des pays voisins. Quant à la gestion de ce fret, il sera confié au Conseil burkinabé des chargeurs, mais les transporteurs routiers devraient y avoir un droit de regard. S'agissant du 4e point de revendication, en lien avec le règlement 14 de l'UEMOA sur la charge à l'essieu, l'application devrait prendre plus de temps, puisque la mesure est communautaire. Le règlement 14, le ministre nous a fait croire que c'était vraiment un truc vraiment sous-régional, que c'était l'ensemble des pays de l'UEMOA qui devaient aller ensemble. Et donc, ils se sont convenus lors de leur dernière rencontre à Dakar, que c'était en avril 2021 qu'ils allaient essayer vraiment d'appliquer le règlement 14 l'intégralement et à zéro tolérance. L'UCRB dit croire en la bonne foi du gouvernement quant à la mise en œuvre de sa plateforme revendicative qui n'a que trop duré. Toutefois, Brahima Rabo et ses camarades précisent que la grève est juste suspendue, pas levée. Et ils préviennent qu'ils pourraient remettre le couvert cette fois-ci sans préavis s'ils n'obtenaient pas gain de cause.
Des concertations ont permis de lever la grève des chauffeurs routiers, des concertations également en vue d'éviter le pire dans l'affaire démolition d'une mosquée à Pazani, dans l'arrondissement 9 de Ouagadougou. Pazani, où un litige foncier entre deux individus est en train de glisser dangereusement sur le terrain religieux et communautaire. Les leaders religieux se sont saisis justement du dossier. Catholiques, protestants et musulmans étaient en concertation ce 5 octobre. Alexis Belemnaba. Le 7 septembre dernier, un litige foncier opposant deux particuliers a conduit à la démolition d'une mosquée dans le quartier Pazani, dans l'arrondissement 9 de la ville de Ouagadougou. Une démolition qui a fait des gorges chaudes au sein de la population. Ce lundi 5 octobre, une délégation conduite par le cardinal métropolitain de Ouagadougou s'est entretenue avec les autorités musulmanes. Objectif, trouver des solutions à ce litige foncier. Les solutions ne peuvent pas venir d'ailleurs, sinon de nous-mêmes. Nous sommes, comme disent les Mossi, les grains d'un seul et unique panier, avec un seul Dieu. Donc nous sommes dans un processus de dialogue. Je remercie vraiment nos frères musulmans. C'était vraiment une séance d'écoute pour faire la vérité et ensemble chercher une solution. Donc nous souhaitons que les uns et les autres aient cette attitude d'écoute, de recherche de la vérité en vue de la paix sociale, en vue du bien de notre Burkina Faso. La violence ne va vraiment résoudre aucun problème. Dans une guerre, personne ne va gagner. Mais par contre, si vous voyez que toutes nos communautés, donc la communauté musulmane, la communauté catholique, la communauté protestante, vous voyez que nous sommes venus tous ensemble pour dialoguer, et c'est à cause de cela que nous invitons les uns et les autres à rester à l'écoute et à rester calmes, à ne pas vraiment abonder dans le sens de la violence, mais plutôt à rechercher la paix pour que le mieux vivre ensemble, dont nous parlons tant au Burkina, que nous puissions vraiment faire de cela une réalité. Rechercher la paix pour que le vivre ensemble tant souhaité soit une réalité. Le président de la Fédération des associations islamiques s'inscrit également dans cette dynamique. On a déjà beaucoup de problèmes. Il y a le problème du terrorisme qui est là, il y a la maladie du coronavirus qui est là. Et si d'autres problèmes viennent encore s'ajouter, vraiment ça sera pire. Donc nous demandons la paix et nous pensons que dans les jours à venir, en tout cas, les problèmes, les solutions vont être trouvées par rapport à la mosquée de Pazani. Donc nous demandons toujours aux jeunesses du Burkina Faso d'être à la retenue. En tant que premier responsable de la Fédération des associations islamiques du Burkina Faso, je rappelle au calme et à la retenue. Le calme et la retenue, c'est ce que prône le président des associations islamiques pour une paix durable au Burkina Faso. Ces démarches pour la résolution de ces différends trouveront une issue favorable en croient les différentes confessions. Les différentes confessions religieuses qui jouent également un rôle prépondérant pour des élections apaisées au Burkina Faso, des élections présidentielles et législatives prévues se tenir le 22 novembre prochain, passer l'étape des dépôts de candidature en vue de la présidentielle. La CENI s'active depuis ce matin pour leur validation provisoire. La Commission électorale nationale indépendante a 48 heures pour vérifier avec minutie les 23 dossiers reçus. Arsène Konditamdi. La vérification va être minutieuse. Elle se fera candidat par candidat et document par document. Cette opération va porter sur l'ensemble des pièces fournies par les 23 candidats qui ont déposé leur dossier auprès de la Commission électorale nationale indépendante. À l'issue, une liste des candidats retenus sera publiée et les conclusions transmises au Conseil constitutionnel. Ce n'est pas un tamis. Nous allons publier la liste de tous les candidats qui peuvent participer aux élections, conformément au texte. Maintenant, celui qui n'est pas satisfait peut évidemment interjeter recours auprès du Conseil constitutionnel. Après, c'est la campagne. Ceux qui seront retenus battront campagne. Ceux qui ne seront pas retenus aussi iront s'occuper de ce dont ils avaient l'habitude. Vous nous amenez un document qui tient lieu, par exemple, de quittance de versement de la caution. Et le représentant du Trésor public ne reconnaît pas ce document comme émanant de leur service. Évidemment, c'est un document qui ne peut pas être pris en compte. Donc, c'est un examen
ensuite, sur le nombre de pièces fournies, est-ce que c'est exhaustif par rapport à ce que demande la loi? Et ensuite, est-ce que ce sont des documents valides? Si l'on se base sur les dispositions du code électoral, cet exercice va à coup sûr mettre hors de cours certains candidats. Sylvain Salga, par exemple, n'a pas l'âge minimum requis pour prétendre à la magistrature suprême, mais il se dit confiant. L'objectif, c'est d'observer la transparence de la validation des dossiers. Dans mon cas, bien sûr, on a précisé qu'il y a une question d'âge, mais je suis très confiant. Je suis autant citoyen que tous ces potentiels candidats aussi. Et comme je l'ai dit, dire qu'on ne peut pas être éligible si on n'a pas 35 ans, c'est comme inciter tous ces jeunes qui n'ont pas 35 ans de ne pas voter. Parce que si on est électeur, on doit être autant éligible. Conformément au code électoral, le comité de validation est dirigé par le président de la CENI. Il est composé de tous les candidats ou de leurs représentants. Les travaux devraient durer 48 heures maximum. La vérification des dossiers de candidature à la présidentielle est un mécanisme qui relève d'un système de gestion de la cité appelé démocratie, un mode de gouvernance et ses implications qui font l'objet d'une assise à Koudougou du 5 au 9 octobre 2020. Il s'agit de la première université démocratique à initier par l'école citoyenne de l'Afrique de l'Ouest. Justin Amontou. Tout comme Narcisse Guéré, Fatimata Sidibé est une participante du Sahel venue à Koudougou pour la première université démocratique. Comme ça concerne la démocratie, j'aurais vraiment plus avoir des connaissances sur cette histoire de démocratie parce que c'est un peu flou pour moi. Ce matin, c'est le lancement officiel des activités de cette première université démocratique. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale burkinabé est aux côtés des jeunes pour parler de démocratie. Justement, il faut encourager des universités comme celle-là, encourager également les jeunes à se battre, pas seulement dans des circuits classiques, mais aussi au niveau des associations de la société civile, pour que nous ayons une espèce d'osmose avec une jeunesse qui aura le même niveau de compréhension de la politique. Initié par l'École citoyenne de l'Afrique de l'Ouest, EKO, en collaboration avec l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite, cette rencontre vise à outiller ces jeunes qui représentent l'avenir de la démocratie. Il faut qu'ils soient davantage mieux préparés, parce que sinon, il y a un risque de mauvaise gestion, de mal gestion du pouvoir. Donc c'est pourquoi il faut prendre en compte donc, à la fois la formation citoyenne et politique, d'où ce que vise l'école et les KO. Notre organisation est une organisation à vocation politique. Donc nous travaillons donc aussi bien avec les jeunes qui sont engagés dans les partis politiques, de même qu'avec les jeunes qui militent au sein de la société civile. Ce sont près de 50 jeunes burkinabés issus des partis politiques qui vont jusqu'au 9 octobre prochain s'imprégner d'aptitudes et de valeurs démocratiques au cours de cette première université. Et l'autre valeur prônée par la démocratie, c'est la bonne gestion des finances publiques. Sur la question, la veille citoyenne est assurée par le cadre de concertation des OSC intervenant dans le domaine des finances publiques. Sa dernière action a consisté à analyser le projet de loi de finances initiale 2021, une analyse qui révèle des faiblesses dans les dotations accordées au secteur de la sécurité et de la défense. Plus de précisions avec Archimède Boy. Le cadre de concertation des organisations de la société civile intervenant dans le domaine des finances publiques se penche sur le projet de loi de finances initiale 2021 soumis à l'Assemblée nationale pour délibération. Ici, il livre son analyse de ce projet de budget de l'État, exercice 2021, qui se chiffre à plus de 2000 milliards de francs CFA. Le secteur sécurité et défense enregistrerait une allocation budgétaire d'environ 403 milliards de francs CFA contre environ 345 milliards dans le budget précédent, soit un taux d'accroissement de 16,99%. Mais le hic se situerait, selon cette coalition, au niveau des dotations destinées à l'équipement des forces de défense et de sécurité. Des dotations jugées faibles dans un contexte où le pays fait face à des attaques terroristes récurrentes.
En effet, entre 2019 et 2021, le programme budgétaire 024 équipement des forces serait faiblement doté par rapport aux autres programmes opérationnels de ce ministère et enregistre une baisse annuelle de 16%. Or, avec l'exacerbation de la situation sécuritaire, un accent devrait être mis sur le renforcement des capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité en les dotant d'équipements adéquats. Le budget alloué aux structures de contrôle de l'action de la lutte contre la corruption, telles la Cour des comptes, la SCE-LC et autres institutions de contrôle interne, s'élèverait à environ 7 milliards de francs CFA en 2021 contre près de 9 milliards en 2020, soit une baisse de 2 milliards de francs CFA. Une situation inquiétante pour ces OSC qui souhaitent un recadrage. Il serait judicieux pour l'État de consacrer plus de ressources au contrôle pour prévenir les cas de corruption et d'infractions assimilées afin d'éviter toute banalisation de ces fléaux quand on sait que le contrôle de l'action publique est le premier élément de transparence. En termes d'investissement public, cette analyse révèle que seulement 9,89% de la richesse nationale serait investie en 2021. Le reste étant consacré au fonctionnement. Ce très faible taux d'investissement conduirait une forte préférence du gouvernement pour le court terme et donc une absence d'ambition pour un développement économique équitable qui tient compte des générations futures. Pour maîtriser la masse salariale, les OSC intervenant dans le domaine des finances publiques préconisent le respect du décret portant rémunération du Premier ministre, des présidents d'institutions et les membres du gouvernement, et la rationalisation des dépenses fiscales, surtout qu'elles peuvent être source d'incivisme fiscal. La rationalisation des dépenses publiques permettrait à coup sûr de dégager plus de financement au profit des femmes œuvrant dans le tuvage du riz dans la commune de Houndé en vue d'améliorer leur rendement. En attendant plus de ressources publiques, c'est le projet d'appui à la gouvernance et à la croissance économique durable en zone extractive qui se tient. À leur côté, un projet financé en partie par le Canada. Son ambassadrice est justement allée au constat sur le terrain. Surtout Justin Dabiri. Une journée spéciale pour les femmes de l'Union des coopératives Kemtaoré dans la commune de Houndé. Elles reçoivent au sein de leur coopérative la visite de l'ambassadrice du Canada au Burkina. Les tuvas du riz, leur principal de revenus, ces femmes déroulent de bout en bout le circuit de transformation du cultivé jusqu'au produit fini. Les femmes sont fortes, les femmes burkinabées sont très fortes et que si elles se rassemblent ensemble, elles sont capables de faire quelque chose d'important avec leur vie. Donc, c'est des étuveuses de riz qui travaillaient seules quasiment à la maison, mais avec un peu d'appui du gouvernement du Canada par Entraide universitaire mondiale du Canada et en collaboration avec le gouvernement, bien sûr, du Burkina Faso. On a pu leur donner des formations pour qu'elles puissent se mettre en coopérative pour produire une plus grande quantité de riz et ainsi améliorer leur vie. Un métier noble et passionnant dont le goût se ressent que dans la pratique, selon la présidente de la coopérative, n'a pas laissé indifférente l'ambassadrice du Canada au Burkina, qui n'a pas tardé à se laisser embarquer par le travail de ces femmes. Après une expérimentation du vécu quotidien des femmes de l'Union des coopératives Kemtaoré, place à la dégustation et aux échanges. Le projet nous a apporté un gros plus parce qu'on était des femmes vraiment, des nécessités vraiment. On n'avait rien, pour manger même c'était des problèmes. Mais aujourd'hui on mange, nous-mêmes on est des nécessités. L'occupation, c'est de pouvoir quitter ici, avoir notre propre local pour pouvoir bien travailler, pour pouvoir labelliser nos produits et le gros problème même, c'est le fonds de roulement, un gros fonds de roulement pour pouvoir livrer les cantines scolaires. Je pense que c'est des doléances qui ne sont pas nouvelles pour nous. Ça a été réexprimé pour que la mission qui est venue rendre visite puisse comprendre aussi qu'il y a des enjeux, qu'il y a des préoccupations. Mais pour le projet Accède, puisque nous les accompagnons depuis longtemps, nous identifions ensemble les préoccupations. En ce qui concerne cet appui, le projet reste toujours dans sa même dynamique. Renforcer les capacités de ces acteurs, mais aussi
créer des opportunités pour avoir accès à d'autres financements. Financé par Affaires mondiales Canada, le projet d'appui à la gouvernance et à la croissance économique durable en zone extractive AGCED est une initiative du consortium Entraide universitaire mondiale du Canada et le Centre d'études et de coopération internationale. Intervenant dans les pays touchés par les industries extractives, le projet vise à autonomiser les communautés locales et à assurer une pleine intégration des jeunes et des femmes aux opportunités économiques et au développement durable dans ces zones. Je vous le disais plus haut, c'est un bras de fer qui est désormais engagé entre les enseignants du PGN et le ministère de la fonction publique. Des enseignants recrutés dans le cadre du programme Emploi Jeunes pour l'éducation nationale. Ils réclament leur intégration dans la fonction publique. Ils brandissent même une décision de justice en leur faveur. Mais du côté du département du professeur Seni Ouedraogo, on estime que cette décision est mal interprétée par les enseignants en colère qui ont manifesté ce matin. Stéphanie Hien, Roméo Koita. Ils ont pris d'assaut le ministère de la fonction publique ce mardi pour réclamer leur intégration à la fonction publique. Cette fois-ci, ces enseignants recrutés dans le cadre du PGN, le programme Emploi Jeunes pour l'éducation nationale, disent détenir un argument de taille. Après avoir traduit l'État en justice, ils auraient eu gain de cause. Les tribunaux administratifs de Bobo-Dioulasso et de Waiguya leur auraient donné raison, ordonnant même l'État à les intégrer, nonobstant toute voie de recours. Mais les délais des ordonnances exécutoires ont expiré, disent-ils. Alors, ils donnent de la voix. C'était le 30 septembre et le 1er octobre que ça a été donné. Donc aujourd'hui, nous sommes au 6 pour dire que visiblement, toutes ces dates-là ont été débordées et aucune information pour le moment de la part de l'autorité concernant l'intégration. C'est comme si de rien n'était quoi. C'est comme si ces décisions ont été rendues sans effet. Mais nous, les premiers concernés, si pour eux c'est un non-événement, chez nous, ce n'est pas un non-événement. Nous avons des familles nourries depuis pratiquement 1 an. Personne de ces projets ne perçoit 0 francs. Donc la situation est dans une extrême gravité. Les projets issus de ce programme-là sont aujourd'hui devant ce ministère pour élire domicile jusqu'à ce que ces décisions de justice-là puissent être appliquées. Les autorités en charge du ministère de la fonction publique disent suivre le dossier de près. Mais ils ne partagent pas l'interprétation de la décision de justice faite par les manifestants. Selon le directeur général de la fonction publique, l'État ayant fait appel de ce verdict, Soumaïla Barro pense qu'il ne peut être exécutoire, comme le prétendent les requérants. Aujourd'hui, si l'ensemble des juridictions qu'ils ont touchées, je pense que les requêtes n'a pas été, a été rejetée dans certaines juridictions. Il n'y a que 2 juridictions qui ont demandé qu'on puisse organiser un test à l'orientation. Mais ces juridictions n'ont pas demandé qu'on puisse les intégrer. Mais nous avons fait appel, eux aussi ils ont fait appel. Donc je veux dire qu'en situation, actuellement, je ne vois pas que ça soit fondé, qu'ils viennent encore faire un bras de fer. Puisque quand on fait appel, ça veut dire que la décision n'est pas définitive. Donc j'aurais pu attendre que la décision soit définitive. En ce moment, l'administration, si effectivement les juges répondaient favorablement à leurs requêtes et que l'administration refusait effectivement de les intégrer, à ce moment, je pouvais comprendre qu'ils viennent effectivement faire un bras de fer. Donc pour moi, je trouve que ce n'était pas la bienvenue. Visiblement, les 2 parties n'ont pas la même interprétation de cette décision de justice. Par conséquent, le bras de fer se poursuit. Rappelons qu'ils sont environ 400 sur les 1200 recrutés en 2016 dans le cadre du programme Jeunes pour l'éducation nationale. Plus de 800 reçus au test d'intégration, eux, estiment que le contrat d'engagement a été violé par l'État. Restons dans le domaine de l'éducation avec cette journée de l'excellence. Dans la commune de Zama, dans le Ganzourgou, l'heure est à la récompense des élèves méritants. Sur initiative de maître Hervé Kabouré, un fils de la localité, ces meilleurs élèves ont eu de quoi débuter l'année scolaire avec plus de sérénité. Arsène Konditamdi. Les élèves méritants des circonscriptions de base de ZAM 1 et 2 récompensés pour leurs efforts. Au cours de l'année académique 2019-2020 perturbée par la Covid-19, ces élèves se sont particulièrement distingués avec d'excellentes moyennes au certificat d'études primaires. Au nombre de 20, ils reçoivent des bicyclettes et des fournitures scolaires. Nous, élèves,
Nous voyons cet accompagnement comme une motivation à travailler davantage et nous prenons l'engagement de garder toujours haut le flambeau de l'excellence durant notre cursus scolaire. 10 enseignants ont été récompensés pour l'encadrement de qualité offert aux apprenants de la commune. Ils ont reçu des kits pédagogiques en guise de motivation. Les circonscriptions d'éducation de base ont quant à elles été dotées en motocyclettes pour le bon déroulement de leurs activités. Un bon investissement selon le représentant du parrain. Qui a décidé de revenir en famille pour célébrer l'éducation, pour célébrer le meilleur investissement qu'un homme puisse faire pour lui et pour son village. À savoir que Maître Vincent a décidé de fêter cette célébration de ce meilleur investissement qui est celui qu'on effectue en l'enfant dans son village, et il a demandé à ce que ses amis, ses parents, ses connaissances l'accompagnent. C'est dans ce sens que le ministre Éric Ougma a accepté d'être patron et d'être représenté par notre modeste personne aujourd'hui. Cette journée est initiée par Maître Vincent Kabouré, avocat à la cour et fils de la localité. L'objectif à travers cette activité est de rendre plus efficace le développement humain endogène dans la commune. Simplement pour récompenser nos petits frères qui sont les élèves des écoles primaires. Ce qui nous a également motivés, c'est pour récompenser les enseignants. Ce que je recherche, c'est juste la satisfaction des élèves, c'est juste la satisfaction des enseignants, et prier Dieu pour que les enseignants et les élèves redoublent d'ardeur, pour que l'éducation, donc les résultats scolaires soient toujours les meilleurs dans la commune de Zam. C'est tout ce que nous recherchons à travers l'organisation de la présente cérémonie. Les fils de la localité ont exprimé leur souhait de voir cette activité se perpétuer dans la localité. Un vœu qui ne devrait pas avoir de difficultés à se réaliser, tant le promoteur se dit attaché à la saine émulation dans le système éducatif. L'actualité ce mardi, c'est aussi les adieux des forces armées nationales au premier général de l'armée de l'air. Le général de division Ali Traoré a passé l'arme à gauche dans la nuit du 27 au 28 septembre dernier des suites de maladies. À la place de la Nation, ce mardi, personnalités militaires et civiles ont rendu un vibrant hommage à l'homme qualifié unanimement de grand chef militaire, Rémi Lambert-Nébier. La dernière revue de troupes du général Ali Traoré. Général, on l'est à vie, et ses frères d'armes le lui ont témoigné. Il a été l'officier de tous les records, dit-on de lui. Premier colonel-major de l'armée burkinabé. Premier chef d'état-major général des armées non issues des bérets rouges. Il détient également le record de longévité au poste de chef d'état-major général des armées. Bref, c'est un grand chef militaire qui a été contraint par la maladie de passer l'arme à gauche le 27 septembre dernier. En effet, votre commandement à tous les niveaux, du grade de lieutenant à celui de général de division, a été caractérisé par la sérénité, le sens de l'écoute, le sens du devoir, l'humanisme, le pragmatisme, la loyauté, pour ne retenir que celle-là. Dans la période de la révolution démocratique et populaire, en 83 et en 84, vous avez fait preuve de leadership exceptionnel pour conduire le personnel de la base aérienne révolutionnaire et faire taire les sentiments et les velléités des camarades révolutionnaires face à d'autres qui étaient vus comme des réactionnaires. Votre action a été saluée par tous vos hommes. Votre leadership s'est encore affirmé lorsque vous avez été nommé chef d'état-major général, fonction que vous avez occupée 9 ans durant. Ali Traoré aura mérité ses galons de général de division avec ses 3 étoiles. Et même envahi par l'ombre de la mort, il ne laisse aucun regret à ceux qui portent son nom. Papa, même si nous sommes meurtris aujourd'hui, nous sommes particulièrement fiers d'entendre tous ces témoignages sur toi. Fiers d'être tes enfants,
fier de ta vie, parce que tu as vécu utile, papa. Tu es de ceux qu'on n'oublie jamais. Tu es de ceux à qui tous rêvent de ressembler. Gloire et louange à Dieu pour tout cela. Certes, tu n'étais pas parfait et tu nous aurais interdit de dire que tu l'es. Tu as choisi de t'endormir pour de bon le 27 septembre 2020, jour de votre anniversaire de mariage. Dieu seul sait pourquoi. Décédé à 70 ans, le général de division Ali Traoré a toujours figuré dans la hiérarchie militaire depuis 1978. Il a été élevé au rang de grand officier de l'étalon burkinabé. Les pas cadencés des troupes rythmeront toujours à son honneur. L'actualité malienne, avant de nous quitter, le pays peut enfin pousser des soupirs. La CEDEAO lève les sanctions économiques. Mieux, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest appelle les autres partenaires au développement à soutenir le pays. Une décision qui fait suite à la formation du gouvernement de transition. Les États ouest-africains ont décidé la levée des sanctions imposées au Mali après le coup d'État qui avait renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta le 18 août dernier. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a annoncé mardi vouloir soutenir la transition censée ramener les civils au pouvoir. Au lendemain de la formation d'un nouveau gouvernement, la CEDEAO souligne dans sa déclaration vouloir soutenir le processus de transition. L'institution sous-régionale exigeait notamment de la junte malienne la publication de la charte de transition, ce qui est fait. Une autre de leurs demandes pressantes est satisfaite. Il fallait que dans la charte, le colonel Assimi Goïta, chef de la junte et vice-président de la transition, ne puisse pas remplacer le président de la transition en cas de force majeure. La levée de l'embargo était attendue avec impatience par la population. Pour ce pays enclavé, l'interdiction de trafic terrestre ou aérien pesait lourdement sur l'économie locale. La CEDEAO insiste toujours sur la libération des officiels enlevés le 18 août dernier, notamment l'ancien Premier ministre malien Boubou Cissé. Fin de cette édition. Merci de votre fidélité partout au Burkina Faso et plus précisément à Dédougou dans la boucle du Mohona. À demain pour d'autres actualités.